Bienvenue à toutes et tous dans le Pod-Histo de la chaîne Histoire d'aimer. Dans l'épisode précédent, nous avons été témoins de la conspiration et de la punition d'Orontas. Il est très probable qu'il ait été enterré vivant sous la tente d'Artapatès, le porte-sceptre royal. Nous voici au 7e chapitre de notre version audio-livre de l'Anabase de Xénophon. Merci à vous pour votre fidélité et merci encore de nous suivre à travers ces épisodes. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager, cela aidera grandement au référencement de la chaîne. Si vous désirez nous soutenir encore plus et si notre travail vous plaît, vous pouvez trouver en description notre lien vers la page Utip. En attendant, installez-vous confortablement, posez des écouteurs sur vos oreilles et laissez-vous guider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Xénophon, Anabase. Livre 1er, chapitre 7. Marche de Cyrus à travers la Babylonie. Il se croit à la veille de combattre et fait aux Grecs de riches promesses. De là, on fait à travers la Babylonie 12 parasanges en 3 étapes. À la 3e étape, vers minuit, Cyrus passe au milieu de la plaine une revue des Grecs et des barbares. Il présumait que le lendemain, au point du jour, le roi viendrait, avec son armée, lui présenter la bataille. Il charge Cléarque du commandement de l'aile droite et Ménon le Thessalien de l'aile gauche. Pour lui, il range ses propres troupes. Après la revue, au petit jour, des transfuges venant de l'armée royale apportent à Cyrus des nouvelles de la situation militaire du roi. Cyrus convoque les stratèges et les locages grecs, délibère avec eux sur le plan de la bataille et les exhorte par ses paroles encourageantes. « Grecs, si je vous prends à mon service, ce n'est pas que je manque de barbares prêts à combattre pour moi, mais je crois que vous valez mieux, et que vous êtes plus forts qu'une grande quantité de barbares. Et voilà pourquoi je vous ai pris pour cette affaire. Montrez donc que vous êtes des hommes dignes de la liberté que vous possédez, et que je vous trouve heureux d'avoir. Car, sachez-le bien, pour cette liberté je donnerai toutes mes richesses et bien d'autres encore. Pour que vous connaissiez à quel combat vous marchez, je vais vous le dire. Une foule nombreuse, de grands cris, voilà comment vos ennemis se présentent. Si contre cela vous tenez ferme, je rougirai, j'en suis sûr, quand vous verrez quels hommes produit mon pays. Pour vous, qui êtes des hommes, conduisez-vous en gens de cœur, et je renverrai dans votre patrie ceux qui le voudront, en leur faisant un sort que chacun enviera. Mais j'espère faire en sorte que bon nombre préfèrent ce que je leur offre ici à ceux qu'ils trouveraient chez eux. À ces mots, Gaolithès, banni de Samos et dévoué à Cyrus, s'exprime. Cependant, Cyrus, il y en a qui prétendent que tu fais beaucoup de promesses aujourd'hui, parce que tu es dans un danger imminent, mais que si tout va bien, tu n'auras plus de mémoire. D'autres disent que, quand même tu aurais souvenance et bonne volonté, tu ne pourrais donner tout ce que tu promets. Alors Cyrus répondit, « L'empire de mes pères s'étend vers le midi, jusqu'à des pays que la chaleur rend inhabitables aux hommes. Du côté de l'ours, jusqu'à des terres glacées, tout ce qui est au milieu a pour satrape les amis de mon frère. Si nous sommes vainqueurs, il faut bien que vous, qui êtes nos amis, en deveniez les maîtres. Si bien que j'ai moins peur, en cas de succès, de n'avoir pas assez à donner à chacun de mes amis, que de manquer d'amis à qui je donne. En outre, à vous, Grecs, je donne à chacun une couronne d'or. » Ceux qui entendirent ces paroles sentirent redoubler leur ardeur et racontèrent le fait aux autres. Les généraux, et même quelques Grecs, vont trouver Cyrus, désirant savoir ce qu'ils auraient au cas où ils seraient vainqueurs. Il les renvoie tous, le cœur rempli d'espérance. Tous ceux qui s'entretenaient avec lui, quels qu'ils fussent, l'engageaient à ne pas combattre, mais à se tenir à l'arrière-garde. Ce fut dans cette circonstance que Cléarque lui fit à peu près cette question. « Penses-tu, Cyrus, que ton frère veuille combattre ?»« Par Zeus, dit Cyrus, s'il est le fils de Darius et de Parysatis et mon frère, ce n'est pas sans coup férir que je prendrai sa place. » Pendant que les soldats s'armaient, on fit le recensement des Grecs. 10 400 hoplites et 2500 peltastres. Avec Cyrus, 10 myriades de barbares et environ 20 chars armés de faux. L'armée des ennemis était, dit-on, de 120 myriades, avec 200 chars armés de faux, sans compter 6000 cavaliers commandés par Artaxerxès et rangés devant le roi. À la tête des corps de l'armée royale étaient 4 chefs, stratèges ou généraux, ayant chacun sous ses ordres 30 myriades, Abrocomas, Tisapherne, Gobrias et Arbacès. Mais il ne se trouva à la bataille que 86 myriades et 150 chars armés de faux. Abrocomas
n'étant arrivé de la Phénicie que 5 jours après l'action. Cyrus, avant la bataille, apprit tous ces détails des transfuges ennemis venus de l'armée du Grand Roi, et, après le combat, ils furent confirmés par les prisonniers. Cyrus fait ensuite 3 parasanges en une étape, marchant en ordre de bataille avec toutes ses troupes, grecques et barbares. Il pensait en effet que le roi l'attaquerait ce jour-là. Vers le milieu de cette marche, il rencontra un fossé creusé de main d'homme, fossé profond, d'une largeur de 5 brasses et d'une profondeur de 3. Il s'étendait en remontant dans la plaine d'une longueur de 12 parasanges jusqu'au mur de la Médie. Il y a dans cette plaine 4 canaux qui dérivent du Tigre. Ils sont très profonds, larges d'1 flètre et portant des bateaux chargés de blé. Ils se jettent dans l'Euphrate et ont de l'un à l'autre la distance d'1 parasange. On les passe sur des ponts. Près de l'Euphrate, entre le fleuve et le fossé, était un passage étroit d'environ 20 pieds. Le grand roi avait fait creuser ce fossé pour se retrancher, lorsqu'il avait appris que Cyrus marchait contre lui. Cyrus et son armée passent le défilé et se trouvent au-delà du fossé. Le roi ne se présente point ce jour-là pour combattre, mais on remarque beaucoup de traces de chevaux et d'hommes battant en retraite. Cyrus fait alors venir le devin Silanus d'Ambracie, et lui donne 3000 darics, parce que, 11 jours auparavant, il lui avait annoncé, pendant qu'il sacrifiait, que le roi ne combattrait pas de 10 jours. Or Cyrus lui avait dit « Il n'y aura pas du tout de combat, et s'il n'y en a pas dans l'espace de ces 10 jours, si donc tu dis vrai, je te promets 10 talents. » C'était cet or qu'il lui comptait, les 10 jours étant expirés. Comme le roi ne s'était point opposé à ce que l'armée de Cyrus passât le fossé, Cyrus crut, ainsi que beaucoup d'autres, qu'il ne pensait plus à combattre. Aussi le lendemain, marcha-t-il avec moins de précautions. Le 3e jour, Cyrus s'avance, assis sur son char, avec peu de soldats devant lui, la plupart des troupes marchant en désordre, et beaucoup de soldats faisant porter leurs armes sur des chariots et sur des bêtes de somme.